Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 161e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans cette Gazette du Mercato numéro 2, le deuxième épisode donc du Mercato estival 2021. Donc ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour la petite Gazette des familles. Ça faisait un peu plus d'un mois et on a beaucoup de choses à dire, et pour ça il y aura Boris pour parler de tous les transferts et rumeurs de l'AS Monaco. Salut Boris. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Pour planter le contexte, on enregistre juste après l'élimination face au Shakhtar, donc on a la pêche, comme on dit comme disent les jeunes. Voilà, donc pendant qu'il y a une équipe qui se charge de faire le débrief en live sur Twitch, que vous pouvez bien sûr aller écouter puisqu'il il est désormais en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Nous, voilà, autre ambiance, deuxième salle, deuxième ambiance avec la Gazette du Mercato. C'est l'avantage d'avoir une équipe avec un peu de profondeur. Ouais. Il y a une équipe A, une équipe B, on ne dira pas forcément. Exactement, et hier, et ce week-end dernier, on a déclaré forfait purement et simplement, c'est la vie. Voilà, donc vous pouvez voir aussi apparaître sur l'écran le sommaire de cette émission. On a un petit peu thématisé certains sujets. Le premier, c'est Monaco a-t-il pris le mercato à l'envers? Donc c'est vrai que c'est une question qu'on pouvait peut-être nuancer un peu plus en cas de qualification en Ligue des Champions. Là, avec le reversement en Europa League, justement cette question elle apparaît aujourd'hui très pertinente. On va également revenir sur le cas Benjamin Lecomte, qui est donc parti à l'Atlético de Madrid, mais on va se demander si le cas Lecomte a finalement pas été mal géré en interne et par le staff notamment. On reviendra aussi sur les officialisations qui sont tombées depuis le mois dernier. Il y en a eu un paquet. On va faire un petit focus également sur les joueurs indésirables. On est à une semaine de la fin du mercato. Et justement, à la fin de cette semaine, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette fin de mercato par rapport aux compétitions à venir et donc à l'Europa League pour l'ASM. Voilà, donc un programme assez chargé. Donc on va essayer de faire vite quand même, mine de rien, Boris, parce que il est tard. Donc n'attendons plus. La première question, et c'est vrai que Boris, cette question-là, on se l'était posée notamment par rapport à des échanges qu'on a pu avoir sur l'incompréhension de ne pas recruter pour aller en Ligue des Champions, mais de recruter une fois atteint la compétition ultime. Est-ce que finalement, ça ne nous a pas coûté justement cette qualification ? Ouais, c'est vrai que c'est pour aller presque à rebrousse-poil, c'est plus pour moi un débat qu'on a eu sur Twitter avec d'autres suiveurs du club, qu'à mon avis une critique vraiment à l'encontre du club. Je suis pas sûr que ça a été la stratégie adoptée par le club. Je pense qu'effectivement le club avait plutôt budgété par prudence une qualification en C3, avait budgété le pire cas possible, et du coup ça a sûrement impacté les mouvements qu'on a fait. Je suis pas sûr qu'en se qualifiant en Ligue des Champions, on serait forcément allé faire un ou deux gros coups là sur la fin de mercato. Mine de rien, on a bougé quand même avant ces tours préliminaires, avec quand même 3-4 joueurs qui sont soit titulaires, soit dans la rotation. Certains qui n'étaient pas arrivés pour Prague, mais qui étaient tous disponibles par contre pour le Shakhtar, voilà, comme des Jean Lucas, des Boadou, Jacobs, Nubel. On pourra rediscuter de la qualité et de l'apport des joueurs, mais les mouvements avaient été faits. Il y a quand même des sommes d'argent
qui avait été engagé. Et sur ces 4 joueurs, on doit être quand même pas loin d'une trentaine de millions d'euros en cumulé. Donc c'était pas rien non plus. Même Et plus. ouais, voilà, c'est quand même plus de 30 millions d'euros qui ont été engagés quand même, peu importe, indépendamment de la qualif. Donc je suis pas sûr que le club s'est mis sur ce créneau-là. Je suis pas sûr. Enfin là, il n'y avait pas vraiment de rumeurs. J'ai pas l'impression qu'on attendait une qualif non plus pour aller chercher. On n'a pas été chercher du très gros non plus, ça c'est sûr. Est-ce que si on avait été deuxième l'an dernier et donc assuré de jouer la Ligue des Champions, on aurait tapé plus gros? C'est possible. Moi, c'était plus un discours contre lequel je me battais, du genre ah bah tant qu'on ne sait pas si on est en Ligue des Champions, on peut pas se permettre. Voilà, je pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Il faut plutôt se donner les moyens d'aller chercher la Ligue des Champions, pas prier pour que ça tombe du bon côté. Je pense qu'il y avait moyen de renforcer l'équipe sans aller se mettre non plus dans le rouge. Donc voilà, c'était plus ce discours-là. C'était notamment au moment de la signature de Boadou, qui avait pas mal traîné, qui n'a pas pu être disponible pour le Sparta, mais qui a été signé dans la foulée, donc indépendamment de la Ligue des Champions. Oui, et puis il y avait quand même aussi une question de temporalité, d'emploi du temps. Alors on disait le mois dernier, est-ce que le mercato de Monaco n'est-il pas trop tardif? Donc cette question, c'était dans la première gazette de l'été. Il y a toujours cette problématique-là, parce qu'on savait aussi qu'il y avait des retours de joueurs comme Voland, comme Ben Yedder, qui ont dû se mettre dans le bain très très vite. Et c'est vrai que peut-être ce manque d'anticipation, justement, ça peut aussi rejoindre cette question un peu plus globale, à savoir, est-ce qu'on n'a pas fait les choses un peu dans le mauvais sens? Je me dis peut-être que faire les choses dans le bon sens, c'était justement anticiper un peu plus, notamment, alors ça a traîné, on ne sait pas trop pour quelles raisons, peut-être justement pour des raisons financières. On sait que Boadou est géré par Raiola, et qu'il a certainement voulu traîner pour faire monter les enchères, pour, ou augmenter pour vérifier le projet sportif, quoi. Voilà. Mais peut-être que gagner du temps sur ce recrutement-là, pour justement permettre le retour un peu plus progressif de nos 2 attaquants internationaux, pour lui permettre de s'acclimater plus vite. Boadou, ce soir, on l'a pas vu. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est une recrue qui a fait partie de l'officialisation des recrues de début août. C'est vrai que c'est un joueur qu'on aurait pu intégrer peut-être un poil plus rapidement, et ça aurait peut-être pu changer des choses. En tout cas, on aurait peut-être pu le voir plutôt que de voir Voland jusqu'au bout. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est assez marginal dans le fond. C'est un jeune joueur qui arrivait, mine de rien, qui a joué dès la première journée de Ligue 1. C'est juste qu'il n'avait pas pu être inscrit à temps pour le Sparta. Il aurait pu relayer nos 2 attaquants face au Sparta. Est-ce que ça aurait fait une grosse différence sur ce mois d'août à la fin? Je sais pas, honnêtement. C'est vrai qu'en 2016-17, on avait bien apprécié d'avoir Mendy et Sidibé, notamment, hein. C'était ces 2 joueurs-là qui étaient opérationnels tout de suite dès les tours préliminaires face au Fenerbahçe. Glick déjà était arrivé quasiment sur la fin du mois d'août. Il n'avait pas vraiment participé à cette campagne-là de qualification. Mais c'était des joueurs qui étaient vraiment projetés titulaires dans cette équipe. C'est pas vraiment le cas là de ceux qu'on a recrutés, sauf Nebel, mais qui lui a été opérationnel tout de suite. Donc voilà, aller recruter des joueurs plutôt de rotation, mais pour qu'ils aient un impact tout de suite sur ce tour préliminaire, c'est quand même un sacré challenge, hein, mine de rien. Des joueurs sont arrivés, ils n'ont pas contribué à outre mesure, mais c'est compliqué. Boadou, c'est plutôt un pari sur l'avenir, donc je sais pas si on aurait. Évidemment, c'est mieux d'avoir ces joueurs, n'importe quel joueur le plus tôt possible. C'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi sur le marché des transferts. La négociation, ça prend un peu de temps, donc j'ai pas de grief non plus outre mesure là-dessus. Ce serait plus éventuellement rediscuter sur certains profils de joueurs qui ont été plus ou moins bien castés, qui ont été des postes qui ont été plus ou moins bien renforcés. Sur ces quelques joueurs qui sont arrivés, je sais pas. C'est pas là que j'ai envie forcément de mettre la bataille, quoi, aujourd'hui. L'autre aspect, c'est, tu en parlais un petit peu, c'était l'éventualité de recruter un peu plus des profils de stars, en tout cas de pointure, vraiment. Là, tu le dis, on est plutôt sur du joueur en devenir avec un Boadou. Mais c'est vrai que, alors, on va pas parler de Cristiano Ronaldo,
Parce que forcément, hein, si on avait été qualifié, on serait allé le chercher à la fin de la semaine. C'est une Ah bah là, certitude. c'était ficelé. Voilà, il attendait juste ça, plus qu'à poser sa petite signature au bas du contrat. Mais non, mais voilà, sans aller jusqu'à parler de Cristiano Ronaldo, mais peut-être que des bons coups, il y en avait peut-être à faire, des joueurs. Et c'est vrai qu'avec une équipe, en tout cas, un effectif beaucoup plus riche, bah, comme tu disais, tu mets plus de chances de ton côté pour espérer te qualifier. Tu sais que tu vas avoir un gros morceau. En plus, le Shakhtar, on avait connu le tirage avant même la fin de la double confrontation contre Prague. Donc, on était déjà prévenu que ça allait être un gros morceau. Maintenant, voilà, on n'a pas. Moi, je pense qu'on a peut-être été un peu trop. Enfin, au niveau budgétisation, oui, c'est un argument que je peux entendre, mais voilà, on sait aussi très bien qu'aujourd'hui, le fair play financier est nettement mis à mal. On le voit de plus en plus avec les recrutements assez faramineux aujourd'hui de certains clubs. Je veux dire, bon, j'ai l'impression qu'on continue de composer un petit peu avec cette règle, alors que certains ont pu un peu s'en dépêtrer sans vergogne, quoi. C'est peut-être juste Papy Ribot Qui veut plus allonger l'oseille. qui veut plus mettre les sous. Hein. Ouais, peut-être aussi. Hein, Théma la taille du rat, comme dirait. Enfin voilà, mais c'est vrai que, en tout cas, Non, mais je te rejoins un peu sur la partie. En fait, c'est juste qu'il fallait pas recruter pour le tour préliminaire, il fallait recruter des joueurs pour la saison, des joueurs de qualité. Et on aurait pu se poser la question d'avoir des joueurs peut-être avec un peu plus de bouteilles, des joueurs un peu plus référencés, mais qui auraient pu nous aider sur toute la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Pour moi, la seule composante sur le tour préliminaire, c'est effectivement essayer de recruter le plus tôt possible pour avoir ces joueurs intégrés le plus tôt possible, faire un petit peu de turnover sur le mois d'août. Bon, voilà, on n'a pas fait ce choix-là, probablement parce qu'on n'y était pas direct et qu'il y a quand même une énorme différence financière entre la dispute avec des champions ou pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait un recrutement prudent, qu'on paye un petit peu sur ce tour préliminaire, mais qu'on va peut-être payer sur toute la saison, hein, de toute façon. Ouais, effectivement, et c'est vrai que bah, aujourd'hui, on en parlera dans la dernière partie, mais bah, c'est certain qu'une qualification en Europa League ne va pas forcément amener des mouvements, en tout cas de joueurs un peu plus cotés, parce que ça, évidemment, ça attirera moins, hein, ça c'est clair et net. Et non, là, il faut plutôt espérer qu'on perde personne déjà. Moi, je suis voilà, plutôt dans cette dynamique-là. Ça sera peut-être un peu plus ça justement. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, voilà, je pense que on sort d'une très belle saison, enfin en tout cas une très belle deuxième partie de saison. On a du mal à repartir de l'avant en ce début d'année. On a l'impression qu'au bout d'un mois, la saison elle est presque déjà un peu pliée entre le championnat où on est complètement à la ramasse et cette élimination. On a l'impression que tout va mal se passer. Je pense qu'on va quand même remonter, on va ressortir la tête de l'eau, mais il y aura un petit coup au moral certainement. Mais voilà, je pense que c'est vrai que c'est dommage parce que en sortant d'une saison pareille, on se devait, je pense aussi, d'avoir un poil plus d'ambition. J'ai l'impression qu'on a été un peu économe là-dessus. Ne serait-ce que même pour la scène nationale, tu vois, Paris fait des grands mouvements, mais avec une belle équipe, des renforts peut-être un peu plus forts, on va dire, que ce qu'on a pris, qui s'intègrent davantage dans la rotation. Je me dis que peut-être il y avait aussi moyen de les challenger un peu plus pour gagner des trophées, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il faut aussi ça. Et je parle même pas uniquement de la Coupe d'Europe, quoi. Donc c'est peut-être un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que c'est un mercato qui a peut-être manqué un poil d'ambition. Enfin, on verra sur le bilan, évidemment, et sur ce qui va se passer, mais ouais, je suis un peu d'accord. Je pense qu'on a peut-être pas pris par le bon bout, en tout cas. Les joueurs, du coup, qu'on a ramenés, tu parlais de Nubel, justement, ça nous amène au cas Benjamin Lecomte, parce que voilà, en parlant de joueurs qui sont censés aussi apporter un plus, bah, on se rend compte que un Alexander Nubel ne fait pas forcément beaucoup mieux qu'un Benjamin Lecomte, qui est donc parti à l'Atlético de Madrid après 2 saisons à l'ASM. En tout cas, il est parti en prêt. Il sera la doublure de Jan Oblak en Espagne. Il a retrouvé d'ailleurs 3 anciens monégasques. 60 matchs avec l'ASM, un bilan mitigé. Ouais.
minimum qu'on puisse dire. Ouais. Ouais, ça restera pas. Je peux déjà annoncer, il sera pas dans le 11 type de la décennie 2010, hein, Ouais. ni de la décennie 2020. Mais du coup, la question qu'on pose avec le compte, c'est plus par rapport à tout ce qu'on a vu autour du club, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, avec des gens qui sont un peu posés en chevalier blanc pour venir défendre Benjamin Lecomte, à tel point qu'on pensait qu'ils étaient aussi missionnés par le joueur lui-même pour plaider sa cause auprès des supporters, notamment et aussi Mohamed Tchouk TER, je sais pas quoi. On va mettre TGV. TGV. Donc c'est vrai qu'il y a eu, et je pense, j'ai l'impression que ça lui a aussi beaucoup desservi, en tout cas que visiblement ça n'a pas, ça a peut-être un peu tendu les relations entre le joueur et l'encadrement. Ouais, bah, je pense de toute façon, mine de rien, on lui avait relaissé sa chance après une première saison moyenne. Là, la deuxième était de trop, hein, clairement, et le club s'est vite positionné comme intéressé sur d'autres profils. Il y a un gardien qui est arrivé, et voilà, je pense que Lecomte, lui, n'était pas forcément dans l'optique de partir remplaçant, en tout cas pas à Monaco, puisqu'il va bien être remplaçant cette saison, mais au moins il pourra le faire dans un plus grand club, il va peut-être devenir champion d'Espagne. Mais je pense qu'il y avait un peu l'idée d'une concurrence qui avait été vendue au départ et qui a été un peu, qui n'a pas pu vraiment avoir lieu dans le sens où Lecomte s'est blessé au mauvais moment. Dans tous les cas, je pense que ça n'avait pas vraiment de sens de repartir avec lui. Je suis pas méga fan non plus des concurrences entre gardiens. Par contre, voilà, on arrive déjà à une phase où, sans dire qu'on regrette Lecomte, on n'est pas particulièrement satisfait de son remplaçant aujourd'hui. Donc c'est le dossier au global, on a l'impression qui a été mal géré, des imbroglios avec Lecomte, un remplaçant pas au niveau, un joueur prêté parce qu'il n'a pas forcément gagné beaucoup de valeur à Monaco et plus personne en veut aujourd'hui. Donc voilà, c'est un dossier gardien au global, je dirais, j'ai peur qu'on soit reparti pour un an, quoi, malheureusement. Ouais, on pourrait se demander si le club a vraiment été transparent avec le compte, en tout cas sur ce qu'il comptait faire. On a l'impression, ça parlait de concurrence. On a quand même le sentiment que cette concurrence n'a jamais existé. Alors il faudrait voir dans la chronologie si le compte se blesse et ensuite Kovac dit le gardien qui débutera le match face à Prague sera le titulaire. Est-ce que ça vient avant ou est-ce que ça vient après? Je crois que ça vient juste, la déclaration vient juste avant et derrière le compte se pète. Ouais. Voilà, bon, c'est, on dirait la faute à pas de chance comme dirait l'autre, mais bon, c'est vrai que Pourtant, il avait impressionné le staff technique. Alors voilà, non mais c'est ça aussi un petit peu tous ces problèmes du cas Lecomte, c'est-à-dire que on a l'impression que s'il y a vraiment eu un peu, alors Lecomte a dû s'expliquer sur les réseaux sociaux en disant que non, il n'avait pas besoin de faire appel à tierce personne pour défendre son cas, que tout était clair de son côté. Ça sonne quand même l'impression que c'est pas du tout vrai, hein, ce qu'il nous raconte, qu'il y a vraiment des gens un petit peu autour qui ont beaucoup parlé pour lui. Et quand il a senti que ça chauffait un peu pour lui, il a dû calmer le jeu, certainement. J'ai un peu l'impression de ça en tout cas. Mais voilà, je trouve que il y a quelque chose qui était pas ça. On a vu aussi beaucoup sa femme s'exprimer sur sa non-blessure. Donc je pense que tout ça lui a un petit peu desservi, très clairement. Ouais, je pense que c'est mieux quand même qu'on ait réussi à trouver une solution pour tout le monde. Je suis pas sûr que ça aurait été bien qu'il soit dans les parages, sur le banc toute la saison. Je pense que ça aurait potentiellement mis une ambiance plus délétère qu'autre chose. Donc bon, je pense on verra ce qu'il en est dans un an pour lui, pour Nouvelle, mais pour l'instant, je pense que c'était la meilleure solution. Ouais, en tout cas, voilà, c'est vrai, comme tu dis, cette ambiance, visiblement, au bout de quelques semaines déjà, si il y a vraiment eu un peu préméditation dans tout ce qu'on a pu lire, c'est vrai que sur une saison complète, si en tout cas Nubel ne finit pas par faire l'unanimité aussi, parce qu'il y a de ça, c'est vrai que on aurait peut-être pu avoir d'autres problèmes internes. Donc j'ai l'impression qu'on a aussi cherché finalement à se débarrasser un petit peu d'un problème potentiel, de l'éliminer. En tout cas,
ça pose aussi un petit peu question, par contre, là, c'est sur le traitement, la différence de traitement, même par Kovac. Euh, on lisait beaucoup l'année dernière que Kovac, voilà, il mettait tout le monde au pas, que tout le monde travaillait dur et que tout le monde avait sa chance. On a l'impression que là, les dés étaient un petit peu pipés dès le départ, quoi, parce que clairement, quand on voit le début de saison de Nubel, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de savoir si Lecomte aurait pas mérité de retrouver sa place aussi, quoi. Ouais, en tout cas, je pense que Lecomte, à juste titre, quand il a dû bien ricaner en voyant les prestations de Nubel, ça c'est sûr, hein, même si moi, je l'ai redit, hein, je regrette pas Lecomte hein, et je ne l'échangerai pas encore aujourd'hui. Même si Nubel est pas bon pour le moment, je n'ai pas pour autant envie de revoir Lecomte que j'ai définitivement enterré. Mais voilà, effectivement, je pense que ça n'a pas aidé parce que tu as l'impression d'être battu d'avance et de voir le gardien en fait qui est limite pire que toi, quoi. Ouais, et puis après, je pense que les aspects de concurrence, de relation avec Kovac, c'est toujours plus facile quand ça gagne hein, aussi. Donc dès que les résultats sont pas là, on va chercher tout de suite la petite bête, celui qui joue pas est pas content. Donc, ouais, il faut Fofana qui était censé être déclassé aussi, ouais. Selon l'équipe. Ouais. Voilà, il a joué ce soir, quoi, tout le match. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce débat là qui a beaucoup fait couler d'encre, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on voulait aussi un petit peu s'exprimer dessus. En tout cas, on va lui souhaiter une bonne, je vais dire une bonne saison, ouais, sur le banc du coup. Il y a des très bons restos à Madrid en tout cas. Paraît-il. En tout cas, les supporters de l'Atlético se demandaient qui c'était. Ce qui est un petit peu gênant quand même pour nous, en tout cas, parce que bon, quand même, voilà, on n'est pas non plus n'importe qui, hein, même si on n'est pas Manchester. Depuis quelques années un peu quand même. Ouais. Mais bon, donc voilà, on se demande. Je pense quand même. Pour conclure, en faisant n'importe quoi, on est devenu n'importe qui. Ouais, et je pense qu'on a un peu fait n'importe quoi sur la gestion Lecomte, même si je pense que il a peut-être un petit peu mis aussi je suis pas d'huile sûr sur que le feu. La mentalité du joueur était non plus. Qui était pourtant, en tout cas, qui bossait dur, ça, on le savait. Hein, c'était son investissement, en tout cas, n'était pas. Ça se voyait pas. Pas du tout en question. Ouais, ça par contre, bosser autant pour pareil niveau, ouais. Voilà. Ça me rappelle un peu toi au lycée, toi. Voilà. Non, je foutais rien, tu rigoles ou quoi? J'en branlais pas une, moi. Alors, bon, du coup, on va attaquer sur les officialisations. Du coup, on en a pas mal parlé. Benjamin Lecomte, on vient de le mentionner. On a également tout à l'heure mentionné Myron Boadou, qui vient donc de Alkmaar, qui est arrivé pour une somme comprise entre 15 et 18 millions et qui a signé pour 26 ans, le joueur, l'attaquant de 20 ans. On a également... Qui a signé pardon ? Pour 5 ans. Ah, d'accord. 2026, jusqu'à juin 2026. Ah oui, t'as dit pour 26 ans, ça m'a un peu... Ah oui, pardon. Oui, non, c'est un contrat longue durée. Oui, pour 2026, pardon. Boadou, on va pas forcément en parler, Boris, parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre. On nous présente un attaquant très prometteur, capable de beaucoup jouer, notamment dans la profondeur. Pour l'instant, on l'a pas encore trop vu. Hein. Enfin, en tout cas, il n'a pas vraiment montré ses qualités. Non, pour l'instant, le début est... Ouais. Raté, ce serait peut-être un peu dur, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas... Ouais, on n'a rien vu de particulièrement intéressant. Donc, on est dans l'expectative. Il va falloir laisser un peu de temps à ce joueur, visiblement. Ouais. Donc, ce qui est un peu dommage, parce que bon, il est clairement aujourd'hui le troisième choix. Enfin, en tout cas, la première alternative à Ben Yedder et Volland. Alors, Volland a marqué un doublé. Ben Yedder a marqué un doublé. Volland, par contre, lui, est toujours en galère de réalisme cette saison. Donc, c'est vrai que avec une attaque un peu muette, comme on a eu en ce début de saison, c'est vrai que la troisième option était quand même... aurait été bien inspiré de se mettre en évidence. Malheureusement, ça n'a pas encore été le cas. Donc voilà, on va lui laisser du temps. Mais un peu à l'image d'un Crépin Diatta, on a l'impression que nos recrues prennent un peu de temps à s'acclimater.
Ouais. Alors, Après, il va y avoir avec l'Europa League, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura du temps de jeu. Par contre, là, il va falloir le mettre à profit à un moment donné, c'est sûr. Mm. Il va falloir débloquer le compteur, quoi. oui, parce qu'on a déjà remarqué évidemment sur ce mois d'août que Kovac a énormément fait tourner. Déjà, entre le championnat et, euh, et les tours préliminaires et le barrage. C'est pour ça que je suis un peu étonné quand même de voir tout ce qu'on lit sur les problèmes internes, de choix incompréhensibles. Et effectivement, il y a des choix tactiques qui peuvent être un peu bizarres sur certains remplacements, mais enfin, les choix de faire tourner me paraissent assez logiques quand même. Maintenant, ils ont clairement pas été payants, vu les résultats qu'on a en ce moment. Donc ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est logique d'essayer de mettre tout le monde tout de suite dans le bain. euh, le plus vite possible en tout cas. Donc voilà, je vois pas trop à redire là-dessus. Et l'autre arrivée, Boris, officialisée, c'est celle de Jean Roucas de l'Olympique Lyonnais. Notre Ouais. meilleur joueur pour l'instant, du coup, selon toi? Jusqu'à hier soir, ouais. Non, mais sur les 2-3 derniers matchs, j'avais trouvé particulièrement intéressant, d'autant que c'était clairement pas le nom qui nous faisait le plus rêver, je pense, quand il a été annoncé en rumeur assez tôt dans le mercato et puis quand il a vraiment signé. Parce que c'est un joueur qui s'est pas imposé à Lyon, qu'ils ont fini par prêter à Brest, qui est pas si jeune que ça non plus. Et voilà, qui est quand même depuis 2 ans dans la Ligue 1. On n'avait pas l'impression d'avoir vu grand-chose. Après, moi, c'est le genre de joueur où je me dis, bon, bah, ça dépend vraiment du degré de confiance qu'on peut avoir dans un Mitchell et dans son équipe. Si lui va le chercher, c'est qu'a priori, il a dû voir des choses et il se base quand même sur quelque chose de tangible. C'est pas juste un coup comme ça pour faire plaisir à Olas, à mon avis. Donc voilà, il y a probablement des qualités qui ont été identifiées. Un poste où pour moi on avait quand même besoin d'être renforcé. Ouais. Pas forcément pour les titulaires, parce que Tchouaméni, Fofana, ça marche bien, mais d'avoir une autre option en plus de Matazo pour les remplacer et potentiellement un autre profil. C'est le cas de Jean Lucas, donc j'étais pas non plus choqué qu'ils viennent pour donner de la profondeur à l'équipe. Ce que je vois pour l'instant est pas inintéressant. Je trouve que c'est un joueur qui a une belle qualité technique, qui prend ses responsabilités dans le jeu. Donc voilà, à voir son rôle exact, comment il va se définir au cours de la saison. Là, on l'a vu un peu ailier droit hier. C'est clair que c'était pas son poste. Sa rentrée était pas bonne, mais Ouais. dans l'axe, je l'ai trouvé plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Il y a une évolution à suivre, je pense, une progression que j'espère avec Kovac que j'espère voir assez vite parce que le profil semble tout à fait intéressant. Alors c'est vrai que pourtant, en plus à son arrivée, j'étais un peu désemparé en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce choix encore? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais, il y a un joueur qui s'est pas du tout imposé depuis son arrivée à Lyon et en plus payer 12 millions quand même, c'est quand même une somme assez, Ouais. une coquette somme, hein. Il y a 15% également reversé en cas de plus-value. Donc voilà, il n'est pas venu pour des clopinettes, hein, le garçon non plus. Mais voilà, donc 50 contrats également pour lui jusqu'en 2026. On espère que ça va marcher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça apparaît comme une vraie alternative crédible au duo Tchouaméni-Fofana. Ouais. Donc voilà. Ouais, pour moi, il y a deux choses. Il y avait à la fois être une alternative cette saison et puis préparer de l'après aussi, parce que je Oui. pense que Tchouaméni, au mieux, on l'aura un an. Mm. Fofana à voir, donc potentiellement d'avoir déjà le remplaçant sous la main. Ouais. S'il fait l'affaire, ça serait l'idéal en fait. Voilà, t'as pris le joueur, tu l'as acclimaté pendant un an, il a apporté et puis il prend la place la saison d'après. Ça serait le scénario idéal, lui ou Matazo d'ailleurs. Pourquoi pas qu'il y ait concurrence là-dessus. Donc voilà, plutôt des quatre recrues, de toute façon, c'est le plus intéressant, hein, je pense, pour l'instant. Donc, Mm. Ouais. Au niveau des départs, du coup, on a eu d'autres officialisations. On va souhaiter bonne chance et bon vent à Georges, donc qui rejoint Palmeiras. Donc il avait été prêté depuis trois saisons, je crois. Enfin, Porto, Santos, Bâle aussi, où il ouais, s'était fait il les avait pas réussi croisés. à faire son coup. Ouais, je crois qu'il a fait les croisés, non, il me semble.
Un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, donc 34 matchs avec l'ASM. Croisé, tu connais. Ouais. Et 2 buts, donc il retourne au Brésil. On s'est aussi débarrassé d'un boulet, Henry Onyekuru. Et oui. Ouais. Et oui, donc à peu près environ 5 millions d'euros à l'Olympiakos. Donc voilà, recruté lorsqu'il était à Everton il y a 2 saisons. Il avait été prêté 2 fois à Galatasaray. Donc c'est un peu comme à Oulu, tu sais, on recrute le mec, on l'achète de là d'où il vient. Enfin, il était à Everton, mais était prêté déjà à Galatasaray. On l'achète et on le refoit. Un peu comme à Oulu. On l'achète à Strasbourg et on le refoit 2 ans à Strasbourg de suite. Donc voilà. Donc, il retrouvera Ronny Lopez. Exactement, formidable. Quelle belle carrière. 8 matchs pour Onyekuru à Monaco. Bilan absolument. Mur des pipes. Voilà, direct. On a aussi également des départs un peu plus, on va dire, no-name. On avait Adrien Bongiovanni donc en rupture de contrat, qui n'avait joué qu'un match. Voilà, triste. On a Gabriel Pereira. Je rappelle les meilleurs jeunes d'Europe. Ouais. Mais moi, en plus, Bongiovanni, Antonucci, Mbula, Navarro. Bongiovanni, j'y croyais en plus. Il n'y en a aucun qui joue qui joue dans une équipe de première division. Ouais. Et on va parler parce qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, il y a des mecs un peu plus... voilà, des mecs qu'on n'a jamais vus. Hein. Je pense à le gardien Gabriel Pereira qui avait été prêté à la Lazio, qui est parti à Paranense, qui n'avait jamais joué en professionnel avec l'AS Monaco. 2 joueurs également, Utkus et Popovic. Boris Popovic, pareil, qui ont signé définitivement au Cercle Bruges. Ça fait vraiment nom de méchant dans James Bond. Utkus, ouais. Boris Popovic. Ah, Utkus et Popovic, ça fait un petit duo là, de méchants, un petit peu pas mal. Voilà, 2 joueurs de 21 ans, défenseur central et milieu de terrain, qui restent dans le giron de toute façon. Qui restent dans le giron, mais qui n'ont jamais eu leur chance. Donc, du coup, voilà, si ils étaient amenés à être performants au cercle, on pourrait imaginer que ça revienne. Il y a retour à l'envoyeur, mais. Ouais, a priori, bon. Alors, en tout cas, il y avait déjà un Serbe en défense centrale, donc avec Pavlovic, donc on n'allait pas garder Popovic. Voilà. Ouais. Et puis, il y a 3 joueurs plus jeunes qui sont partis, dont 2 formés à l'ASM, Boris. C'est Biancone, Enzo Mio et Pellegrini également, donc, dont on a eu l'officialisation hier. Biancone, Boris, qui est parti à 3. Pour une somme assez intéressante quand même, 2,5 millions d'euros, plus le pourcentage à la revente qui fait plaisir. Les clopinettes. Ouais, mais pour un joueur qui finalement n'a pas non plus un pédigré énorme, c'est ce qu'il vaut entre guillemets par rapport à... C'est pas si mal vendu, on va dire. Ouais, non, ben voilà, un joueur qui était pas inintéressant, mais qui était trop juste, en tout cas a priori pour l'instant. Pour jouer dans un club de haut de tableau de Ligue 1, ça peut ressembler à un bon petit joueur de Ligue 1. On verra à 3. Est-ce qu'il aura un destin un peu à la Romain Fèvre, ce genre de joueurs qui ont bien rebondi dans des équipes de moindre calibre et qui vont peut-être nous faire regretter de les avoir laissés partir. Mais et puis, bon, le seul truc, c'est que quand on voit le niveau de Ruben Aguilar, on pourrait presque se poser la question quand même de si on n'aurait pas dû le garder. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre en doublure de Sidibé à la place d'Aguilar? Je pense que ça a été réfléchi. Il y a pas grande confiance non plus dans ce joueur. Oui, non, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était pour le coup un garçon qui a jamais fait de vagues. Qui a toujours été très correct envers le club formateur et les supporters, on peut quand même le souligner. Voilà, des petites attentions notamment pour certains supporters sur Twitter en message privé que j'ai pu lire. Donc voilà, un bon garçon, donc on va lui souhaiter le meilleur et on va le retrouver d'ailleurs, on va le retrouver ce dimanche, puisque on va jouer contre 3. Enzo Mio, du coup, alors là par contre ça a fait un peu plus débat parce que lui on nous l'annonçait aussi pas mal comme un crack. Et ben voilà, il vous a fait un enfant dans le dos, le garçon. Donc 3 matchs joués avec l'ASM, c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, même l'année dernière. Matarazzo a un peu plus tiré son épingle du jeu. Il part à Stuttgart, là aussi, petite somme, 2 millions d'euros à peu près, en tout cas, à part de ce qui a été annoncé.
Clairement, pour lui aussi, les perspectives cette année semblaient, notamment avec l'arrivée de Jean Lucas, les perspectives semblaient un petit peu bouchées, quoi. Ouais, déjà que l'an dernier, il avait très peu joué, il n'avait pas réussi à se mettre en avant comme Matazo, qui avait réussi à grappiller les rares opportunités qui s'étaient présentées à lui. Voilà, c'est un joueur qui était vraiment annoncé très prometteur dans les jeunes qu'on a, mais moi, c'est des qualificatifs auxquels je fais plus trop gaffe. Moi, ça m'intéresse que ce qu'ils font en pro, entre guillemets, hein, les cracks de la Nationale 2, voilà, j'accorde très très peu d'importance à ça. Donc voilà, j'ai pas de regret particulier parce que je l'ai jamais vu jouer, il m'a jamais montré des choses qui le fassent regretter. Je peux comprendre un regret plus global sur le fait qu'en fait on sort pas, on a du mal à sortir des jeunes depuis un moment, on a l'impression qu'on leur fait pas trop confiance. Certains partent et sont bons ailleurs, donc c'est sûr que si Mio dans un an ou deux est bien installé en Bundesliga, que c'est un bon joueur, etc., on pourra avoir des regrets. Voilà, bon vent à lui aussi, entre guillemets. Je pense que, comme tu l'as dit, il aurait difficilement eu du temps de jeu cette année. Avec tous les joueurs, on est bien fourni maintenant sur ces postes de milieu axiaux, que ce soit plus défensif ou plus offensif. Ouais. Alors, on a Biancon, on a Mio, on a pas mal de petits jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Il y en avait également qu'on a libéré en début de mercato et qui avait été évoqué dans la première gazette. On parle aussi aujourd'hui d'un potentiel départ de Valentin Descarpentries, notamment Falafel, ouais, qui partirait à Brest, dont la stratégie clairement assumée de faire nos poubelles, pour le dire un peu prosaïquement. Mais quand on voit que c'est le 5e ou 6e, parce qu'il y a Fèvre, Cardona, il y avait le frère Gabriel. Il y avait le frère Diallo aussi il y a 3 ans, je crois. Ouais. Enfin, très clairement, eux, ils ont une stratégie. Ils se disent, on n'a pas de recruteur, on va juste regarder ce que lâche Monaco et puis on va aller taper dedans. Et puis voilà, il y a des bonnes surprises dans le lot, hein, clairement. Mais voilà, aujourd'hui, on parle de potentiellement lâcher ce Descarpentries qui n'a joué que quelques minutes, il me semble, c'était contre Grenoble l'année dernière en Coupe de France. Non, c'était amateurs là, mais je me souviens plus comment il s'appelait. Remilly. Ouais, Remilly Vallière. Ouais. Voilà, donc c'est pas non plus. Ça me paraît un peu bizarre. Alors, soit il y a plusieurs choses. J'ai l'impression que d'un côté, il y a un peu d'impatience de la part de certains jeunes. Qui certes, je peux comprendre, ont cette envie de jouer aussi, hein, c'est normal, ils ont envie de démontrer leur valeur et leur qualité, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu d'impatience, mais peut-être d'un côté, on leur donne pas non plus beaucoup de perspectives. En tout cas, je me dis, on parle beaucoup de mettre en avant la formation, notre académie, et paradoxalement, c'est vrai que peu de jeunes sortent. Aujourd'hui, un Matazo ou un Matsima qui étaient un petit peu les deux joueurs l'an dernier qui avaient réussi à un moment donné à émerger, qui avaient peut-être l'occasion de confirmer cette année. Un Matsima aujourd'hui, il est sur le départ en prêt. Pavlovic semble être passé devant dans la hiérarchie. Un Matazo est passé apparemment derrière un Jean Lucas aujourd'hui aussi. On a l'impression que, alors qu'il devrait peut-être confirmer, qu'il recule finalement dans la hiérarchie, ça donne l'impression que le club effectivement n'est pas tout à fait transparent ou ne donne que ne leur donne pas vraiment une vision un peu plus long terme pour leur donner aussi envie de rester quelque part. Ouais, bah c'est sûr en tout cas qu'il n'y a pas de pari sur ces jeunes. Il y en a qui sont gardés dans la rotation, on leur a pas fait non plus une place particulière de titulaire. Ça aurait pu être un geste fort de promouvoir Matazo vraiment comme cette troisième option et de ne pas recruter ou de recruter un joueur derrière lui. Pareil pour Matsima, c'est forcément difficile à jongler pour un club qui a des ambitions comme ça. Ce serait Saint-Etienne, il serait déjà titulaire les deux en Ligue 1, hein, c'est évident. Donc je pense de deux choses l'une, soit c'est des jeunes qui n'ont pas... On ne sort plus de jeunes de bon niveau suffisant pour performer pour l'équipe, soit on en sort mais on est incapable de les mettre dans les bonnes dispositions pour les faire jouer. Dans tous les cas, il y a quand même, je pense, un problème à ce niveau-là. Sinon, c'est plus la peine d'avoir un centre de formation. En fait, si on n'est pas capable d'en tirer des richesses pour l'équipe première, ce qui a toujours été une force quand même de l'AS Monaco. Aujourd'hui, on n'a que Badiachil vraiment, et c'est depuis, j'ai envie de dire, c'est depuis Mbappé, c'est
probablement le seul joueur vraiment qu'on a sorti et qui a réussi à s'imposer dans l'équipe première. Par rapport à notre histoire, à notre ADN, c'est un peu juste. Après, sur qui remettre la faute? Est-ce que c'est le centre ou est-ce que c'est plutôt comment dire, le staff de l'équipe première ou la politique sportive? C'est difficile à dire parce que c'est des joueurs dont on ne connaît pas le réel niveau, qu'on n'a pas ou quasi pas vu jouer. Donc, c'est difficile de compléter le diagnostic. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vu le niveau affiché par l'équipe, alors là, en petite phase un petit peu difficile, mais il y a quand même une vraie force collective dans cette équipe, globalement, en tout cas quelque chose qui est vraiment né de la saison dernière. Et je pense qu'on va le retrouver. Donc, quelque part, le contexte pour ces jeunes joueurs de se montrer, en tout cas de pouvoir jouer un peu plus régulièrement dans un collectif qui marche assez bien, là, en l'occurrence, il existe. Je trouve, en tout cas. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que quand tu vois aujourd'hui les performances d'Andy Sassi, tu aurais envie, je pense quasiment tous les supporters de Monaco auraient envie de voir plutôt Matsima. Après, on sait aussi que ça marche rarement comme ça, le foot de haut niveau. Il y a des statuts, il y a souvent une prime à l'ancienneté, et c'est probablement pas qu'une idée en l'air, hein. C'est probablement aussi parce que l'expérience est importante, parce que les jeunes, on les voit souvent plus beaux qu'ils ne sont. Donc voilà, mais ça explique un petit peu la perception que peuvent avoir beaucoup de supporters, qu'on délaisse les jeunes de côté, et qu'on leur fait plus confiance et qu'on n'en sort plus. Et c'est vrai que, je le répète, c'est un petit peu dommage pour un club comme le nôtre de pas avoir 2-3 joueurs comme ça dans l'équipe première. Maintenant, je trouve quand même que beaucoup des joueurs qui ont vraiment eu leur chance à un moment donné à Monaco, c'était des très très bons joueurs, hein. Tu parlais de Mbappé. Si on remonte un peu plus loin, on aurait forcément des Trezeguet, des Henry. Encore plus loin, on pourrait penser à des joueurs comme Amoros, par exemple. C'est vrai que à notre mais ne serait-ce que l'équipe de 2004 où finalement tu as JV, Schillaci, Rodriguez qui, sans être des joueurs qui ont fait une carrière du niveau des autres que tu as cités, voilà, non, sont devenus des joueurs de Ligue 1 confirmés, certains internationaux. C'est vrai, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que je pense qu'un JV Schillaci, alors peut-être un peu plus un Schillaci, mais même un JV semble avoir finalement mieux marché que d'autres joueurs. Je pense dans les joueurs un peu moyens, il y a peut-être Valère Germain qui est sorti du lot il y a quelques années. Aussi en profitant d'une très mauvaise période du club, hein, très clairement. Ouais. On descend en Ligue 2 le jour où... il joue 2 matchs quand on descend en Ligue 2. Donc la Ligue 2 lui a permis aussi de montrer ses qualités et de s'épanouir dans un club en crise. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a peu de place pour des joueurs un peu moyens en fin de compte. Il y a eu un paquet de mecs qui a joué 2-3 matchs et qui finalement soit n'a pas confirmé, soit est parti rapidement. Voilà. J'ai l'impression qu'à Monaco, finalement, ceux qui ont leur chance, et ça me paraît peut-être un peu logique quand on a les ambitions de Monaco, à savoir le haut niveau et le haut du panier en championnat, ça me paraît logique qu'on fasse finalement assez peu confiance à des jeunes juste moyens. Et là aussi, il y a une question de timing. Est-ce que ces jeunes sont prêts au moment où on fait appel à eux? Et est-ce qu'ils ont la patience d'attendre 1 an ou 2 de plus pour l'être complètement et pour s'imposer? Ça, c'est aussi 2 problématiques différentes. Ouais, c'est toujours des questions. C'est très compliqué de trouver le bon créneau pour se faire sa place, surtout dans des clubs comme ça. Et tu regardes les jeunes au PSG, c'est pareil. Ils en sortent jamais, en fait. Enfin, ils en sortent et il y en a qui font des bonnes carrières, mais pas au PSG. C'est impossible de trouver sa place dans une équipe comme ça. Et Monaco, à son petit niveau, c'est pas si différent. Il y a Lyon qui a réussi un peu plus à faire ça, à avoir ça dans son ADN depuis quelques années, de beaucoup s'appuyer sur une base du centre. Mais comme je te dis, je peux comprendre ta position, mais ça veut dire qu'il y a un problème à ce moment-là, qu'on n'arrive pas à sortir des bons joueurs du centre. Et c'est dommage quand même aussi, parce que c'est un axe de développement, c'est un axe de communication du club, c'est un axe historique. Et même dans ceux qu'on a été chercher à l'extérieur, on en a cité, les Mboula, les Panzo, etc. On a été acheter des jeunes à l'étranger dans les meilleurs centres de formation d'Europe, au Barça, à Chelsea.
il n'y en a aucun qui s'est imposé. Donc, il y a quand même quelque chose qui va pas quoi, dans cette stratégie. Finalement, aujourd'hui, un des meilleurs de l'équipe, il vient du centre de formation de Rennes. C'est Sofiane Diop. Hein, donc, C'est un des meilleurs centres de formation. Aussi, c'est vrai. Mais voilà, donc je pense très clairement, j'ai l'impression qu'on essaie d'aller chercher un peu partout et voir ce qu'il en sort. Mais c'est vrai que je suis d'accord pour aller chercher un Mboula. Pourquoi en quoi un Mboula serait mieux qu'un Descarpentry, quoi, par exemple. On peut effectivement raisonner aussi comme ça. Maintenant, je pense que l'idée, c'est de faire aussi du volume et de voir ce qui sortira le mieux. Je pense qu'il y a peut-être, j'espère en tout cas, un garçon comme Matarazzo, peut-être s'imposer en tout cas comme une valeur intéressante et puis on a mine de rien acheté un club satellite qu'on n'arrive pas à utiliser dans le bon sens non plus pour faire progresser ces jeunes. C'est-à-dire que ceux qui sont bons, on les envoie pas là-bas parce que c'est trop faible. Ceux qui sont moyens, on les envoie là-bas, mais ils restent moyens. Et du coup, au mieux, on les revend 2 millions d'euros à Brest, en fait. C'est ça un petit peu le scénario pour l'instant. Et on tire très très peu de plus-value, pour dire le moins, de ce partenariat-là. Alors que, voilà, on aurait pu espérer qu'il nous apporte ça, quoi. Et même le seul qui finalement a bien réussi au cercle, c'est Julian Biancone pour le coup. Hein, il fait quand même 2 saisons pleines. Cardona éventuellement. Voilà, il fait 2 saisons pleines. Une saison, il finit aussi meilleur passeur. Et c'est vrai qu'au final, t'avais Nardi qui avait eu son petit passage qui lui a permis de rebondir à Lorient. Mais la suite, ils finissent par rebondir en fond de Ligue 1, quoi. Mais c'est ça, la suite logique finalement, ce serait quand même de les intégrer à la rotation, chose qu'on finalement on ne fait pas. Donc c'est un peu dommage. Et là, cette année, finalement, on n'a prêté absolument personne là au Cercle Bruges. Et il y a un paquet de joueurs qui pourraient y aller. Alors, il y en a 2 justement qui sont revenus, c'est Moussaba et Marcelin. Aujourd'hui. Et Pavlovic aussi. Et Pavlovic, alors qui va peut-être être celui qui fait mentir. Ouais, mais qui n'est pas formé à Monaco pour le coup, parce que lui, il arrive alors qu'il était déjà titulaire dans son club pour le coup. Donc bon. Mais bon, Moussaba, Marcelin, on les a perdus de vue. On sait pas ce qu'ils deviennent. Ça nous amène du coup à la partie suivante des indésirables. On a encore, mine de rien, un paquet de gars à se débarrasser. Je te donne la liste. Pellegrini, c'est fait. Ce sera sa saison peut-être au Milan, mais pas à Monaco. Voilà. Pellegrini qui part donc pour le Milan AC pour un prépayant d'1 million d'euros et une option d'achat de 6 millions d'euros. Donc il jouera sans doute jamais, mais bonne chance à lui. Même, honnêtement, s'il joue et même s'il explosait là-bas, j'aurais pas trop de regrets. À un moment donné, on va pas attendre les années qu'il arrête de se blesser. Si un autre contexte, un autre stuff lui permet de corriger ces trucs-là, honnêtement, tant mieux. Hein, mais moi, j'aurais même pas de regrets parce que confiance dans le Milan Lab. Voilà, Milanello. Donc voilà, Pellegrini qui est parti. Donc pensez pour tous les Pellegristas qui doivent être un peu chagrins en ce moment. Écoute, les gens qui sont fans de joueurs qui ont 10 matchs en pro. 23 matchs pour Pellegrini avec 2 buts marqués. Et puis surtout, voilà ce qu'on avait vu avec ces excès d'humeur là sur les dernières apparitions, très clairement, ont dû beaucoup déplaire aussi, je pense, à Kovac. Dans la liste des indésirables, on rajoute son copain ingénieur Goebbels, qui lui aussi s'est pas forcément bien distingué récemment, qui semble sur le départ. Donc je parlais de Moussaba et de Marcelin. On a également quelques mecs, Serrano, qui était en prêt, je crois, à Brest. Tiens donc. Qui n'a visiblement, lui, pas convaincu. Donc il est toujours sous contrat avec nous. On a Pelé. C'est pas lui qui était en Écosse, là Oui, exactement, qu'on avait prêté en Écosse. On a Pelé. On a Barreca. Eh oui. J'ai l'impression de repartir 3 ans en arrière. On a donc Pelé, le remplaçant de Fabinho, hein, juste pour vérifier un truc. Le Fabinho de 2017 qui était moyen, de 2017-18 qui était moyen, ça aurait pu peut-être, mais non, quand même pas. Rome va pas être content quand il va entendre ça. Et Matsima, donc, qui est potentiellement sur le départ, en tout cas pour un prêt peut-être vers Strasbourg ou quelques destinations en France. Manon également, qui peut être potentiellement aussi sur le départ, peut-être en Grèce, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, un des joueurs aussi qu'on se trimballe un peu depuis quelques temps et
à qui je vois souvent il faudrait lui redonner sa chance, il a jamais vraiment eu sa chance, c'est Keita Baldé. Pourtant sa chance il a eu, mais le joueur a toujours voulu partir, en tout cas montrer des envies de départ. Et là on parlait de le passer, de même le donner à Valence, de leur filer comme ça gratos. Voilà, il lui reste 1 an de contrat. On parlait de faire un prêt. Donc au club espagnol, tout va bien. Je veux dire, je sais bien que c'est difficile de les vendre, mais quand même là, Polo, remue-toi le. Pour le coup, je trouve pas que ça soit le plus nul du lot, clairement. Sa chance, il l'a eu chez nous, mais il a jamais été catastrophique, honnêtement. Il a jamais validé le transfert à 30 millions d'euros qu'on avait fait sur lui et tous les espoirs qu'on avait pu avoir en lui. Maintenant, pour moi, ça reste un attaquant pas inintéressant à avoir dans une rotation, dans un groupe de 15-16. Est-ce qu'il est moins performant à date qu'un Boadou? Je sais pas. Est-ce que sur le début de saison, il aurait pu rendre des services? Probablement. Le problème, c'est plus Kovac qui compte probablement pas sur lui, un investissement qui est peut-être un petit peu limite, et voilà, un joueur qui est pas des plus fiables, qui est peut-être pas apte à s'inscrire dans le projet du club, mais qu'il n'est pas du tout de valeur pour aucun club. Je suis un petit peu surpris quand même. Voilà, c'est pas non plus une pipe, c'est un joueur qui a le niveau d'un club correct, je pense, dans les grands championnats, quoi. Ouais, mais c'est vrai que clairement, la carotte, on l'a prise. Ce sera pas le premier et ce sera pas le dernier, mais c'est vrai que de là quand même à faire un prêt juste comme ça et puis d'attendre la fin de contrat, non, je pense que Baldé c'est un mec qui peut encore avoir une petite valeur marchande. Alors j'en attends pas non plus 15 millions, même pas 10, mais à 7 ou 8 ça peut, je pense que quand même il y a moyen de trouver un club acheteur. Voilà, je suis un peu. J'avoue que quand j'ai vu ça, même si je suis pas un grand fan de Keita Baldé, quand j'ai vu cette rumeur-là d'un prêt 1 an de la fin de son contrat, ça m'a un petit peu mis en rogne contre Mitchell. Parce que je me dis là, quand même, faut pas exagérer, quoi. Alors, du coup, puisqu'on parle. C'est Christian Clavier qui fait les négos, apparemment. Du coup, je mentionne Mitchell. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette fin de mercato, Boris? Écoute, j'ai discuté un peu avec lui dans l'avion pour Rennes. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Il t'avait confirmé le montage financier pour Cristiano, on est d'accord? Ouais, il m'avait confirmé, mais il fallait, malheureusement, c'était conditionné par une qualification en Ligue des Champions, donc voilà, Ruben en a décidé autrement. Ruben a du sang sur les mains. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'attends plus de la stabilité, presque. Éventuellement, essayer de se débarrasser de tout ou partie des boulets là que tu viens de citer. Je pense qu'on arrivera à le faire sur certains, peut-être pas sur tous. Écrémer encore un petit peu cet effectif. Et surtout, par contre, éviter absolument les départs des joueurs titulaires et même... grosso modo dans la rotation, absolument Tchouaméni, Ben Yedder, Golovin, Diop, Badiachil, voilà, tous ces joueurs sur lesquels on pourrait imaginer des velléités de départ, des offensives, des clubs anglais énervés en fin de mercato. Il faut absolument qu'on arrive à éviter ça. J'attends pas particulièrement de renfort à ce point-là. Alors s'il y a encore des points perdus à 3, ça forcera peut-être le club à chercher des solutions et à renforcer le club, pourquoi pas. Un petit panic buy. Ouais, un petit panic buy, mais moi j'ai beau regarder dans tous les... J'ai du mal à croire qu'on fasse vraiment un joueur de grande qualité à ce stade-là du mercato, donc j'ai peur que ce soit encore un pari. Il y a ce point de la défense centrale dont on parle depuis longtemps. Est-ce qu'on est apte à aller chercher là comme ça un joueur? On a quand même de la profondeur, c'est plus qu'on manque de qualité. Donc ça voudrait dire quand même sortir encore un joueur dans les 4 ou 5 qui sont là. Matsima va partir, mais est-ce que ça suffira à libérer une place? Je sais pas, mais ouais, moi j'attends plus garder nos titulaires qu'aller en chercher d'autres. Ouais, je suis assez d'accord, je te rejoins vraiment sur ça. Il y avait une petite crainte de voir un Ben Yedder ou un Tchouaméni partir, crainte justifiée, parce que voilà, l'objectif aussi de Ben Yedder en rejoignant Monaco, c'était aussi d'arriver à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais faut mettre les piquets.
Ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'est un objectif qu'on n'atteint pas pour la deuxième année consécutive. Et c'est vrai que très clairement, on a l'impression, enfin, on peut se demander si il goûte tout à fait le management de Kovac, hein, comme on l'a vu encore sur ce match retour. Il est sorti assez tôt, enfin de seconde période, rapidement, quand Voland a joué toute la rencontre alors qu'il était absolument pas en réussite. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que Voland a un peu le totem, hein, d'immunité pour Kovac. Bon, je sais pas si le fait de l'an dernier, on l'avait vu un petit peu désabusé par ses remplacements, même s'il a jamais trop, parlé, il a jamais trop rien dit. C'était peut-être quelque chose qui lui plaisait pas beaucoup, je sais pas. Donc voilà, on peut se demander si il pourrait pas être tenté d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et puis effectivement, un Tchouaméni, oui, vu son niveau de performance, vu sa progression, aujourd'hui il est sans doute mûr pour un club européen plus huppé qui jouerait la Ligue des Champions. Maintenant, je trouve que c'est pas plus mal qui confirme en fait tout simplement sa progression, parce que finalement c'est un joueur qui n'a qu'une seule bonne saison dans les pattes, et encore une demi-saison, parce que il y a eu une phase où il a été avec un gros pic, mais son début de saison était correct sans être exceptionnel. Donc c'est un joueur qui, pour moi, en tout cas il aurait tort de partir aujourd'hui. Il faut clairement qu'il confirme tout ce qu'il a laissé entrevoir la saison dernière. Donc voilà, je pense que pour nous c'est bien. Je pense qu'il est dans cette optique, mais qu'il aurait aimé le faire chez nous en Ligue des Champions. Ah, c'est certain. Je suis pas sûr que l'Europa League ça fasse rêver tous ces joueurs, malheureusement. Ce qui est dommage, et ça c'est vrai que je dois en débattre beaucoup, hein, à droite et à gauche, pour défendre un peu l'Europa League. Alors ça. Début de la propagande, Damien. Exactement, on sera en finale de Ligue Europa. Je l'avais annoncé sur le débrief de Pour Prague. moi, en tout cas, c'est devenu la priorité de la saison. Oui, clairement, je pense qu'il faut déjà. Mais je crois que c'est que pour moi, hein, je suis pas sûr que ce soit le cas pour lui. Je pense qu'il faut raccrocher le podium assez vite. Mais oui, je pense que, honnêtement, avec ce qu'on a vu face au Shakhtar, c'est si Kovac arrive à remettre la tête des gars un peu à l'endroit, on peut imaginer que ce sera un coup dur, hein. On les a vus franchement s'écrouler après l'égalisation, donc on sent que c'est certain qu'ils ont été atteints. Moralement, c'est une évidence. Mais si Kovac arrive à remettre un peu tout le monde à l'endroit, ce qu'on a démontré sur ce match, pour moi, ça me laisse optimiste sur ce qu'on peut faire en Ligue Europa. Et voilà, en voyant la mentalité de Kovac, on sait que c'est pas une compétition qui va bazarder. Donc on va jouer le coup à fond. J'attends de voir ça. Hein, et je pense vraiment qu'on a toutes les cartes en main pour faire un vrai beau parcours. Et bien kiffer encore. Parce que une fois que les matchs seront comme ceux de ce soir, on s'en fichera de savoir si c'est un 8e de Ligue des Champions ou un 8e d'Europa League. On kiffera, et ce sera le plus important. De toute façon, c'est vraiment cette phase de poule qui est le piège, en fait, parce qu'une fois que tu arrives dans les matchs à élimination, je pense que la motive elle revient, et dès que tu t'approches 8e quart, je pense que tout le monde va être très intéressé. Le piège, c'est de ne pas bégayer sur cette phase de poule avec des déplacements casse-couilles le jeudi au milieu de matchs. Là, typiquement, on va jouer Marseille et Nice. Je pense qu'on aura, si j'ai bien compris le calendrier, un match d'Europa League au milieu, probablement. Voilà, c'est là qu'il va falloir gérer intelligemment les choses et pas laisser non plus passer complètement cette compétition. Moi, j'ai peur qu'avec le retard déjà accumulé en championnat, j'ai peur que la première journée d'Europa League, je vais me méfier de la composition entre Marseille et Nice, hein, honnêtement. Ouais. En tout cas, le tirage au sort sera demain à midi. Donc vendredi midi, c'est ça? Vendredi midi, ouais. Donc on verra ce sur quoi on va tomber. Mais a priori, on serait chapeau 1. Ouais, on est chapeau 1. Donc voilà. On peut en tout cas espérer que ce groupe ne bouge pas trop, s'il peut encore un petit peu se renforcer pour essayer d'avoir un peu plus d'ambition
notamment en Europe, eh ben on va le souhaiter, mais en tout cas essayer de surtout ne pas perdre les joueurs. On se félicitait, en l'occurrence, de ne pas avoir perdu de joueurs. Donc on va espérer que ça continue sur la semaine qui reste. Et puis voilà, en espérant que le club saura trouver des objectifs qui motiveront tout le monde, joueurs et supporters, en espérant une saison qui se poursuive bien et qui nous donne du plaisir. Ouais, là on a presque l'impression que la saison elle est finie et qu'elle est déjà gâchée. C'est ça. Évidemment, le club et le staff et les joueurs peuvent pas penser comme ça. C'est à eux de se remobiliser et puis à nous de nous remobiliser derrière aussi. Ouais, apparemment, la saison est encore longue. Ouais, apparemment, Tchouaméni vient de dire vivement la fin de saison. Non, je plaisante. Donc voilà, du coup, merci Boris pour cette gazette du Mercato qui fait donc 1 heure tout pile. On se retrouvera d'ici peu pour faire le bilan de ce Mercato quand même si on a quand même abordé des thématiques importantes dans ce sens ce soir. Le prochain match du coup c'est dimanche, c'est face à Troyes et on aura l'occasion de vous retrouver pour un débrief en espérant gagner, retrouver la victoire en Ligue 1. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On croise les doigts pour un tirage sympa en Europa League. Et en tout cas, portez-vous bien. Salut à tous et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.